Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente la gamme complète d'aquarelles Van Gogh de Royal Talens, avec ses avantages et ses inconvénients. Je vous dirai aussi les couleurs que je trouve les plus intéressantes dans la gamme et pour quelles raisons. C'est parti! Van Gogh est la gamme d'aquarelles Étude de la marque Royal Talens. Cette marque produit également une gamme de qualité extra fine qui s'appelle Rembrandt. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, Van Gogh a aussi beaucoup peint à l'aquarelle au cours de sa vie. La gamme Van Gogh est moins chère, car comme toutes les gammes Études, elle ne contient pas les pigments les plus onéreux, de type cobalt ou cadmium, qui font monter le prix. Pour les pigments moins onéreux, en revanche, on retrouve souvent les mêmes que dans la gamme professionnelle. Les aquarelles Van Gogh qui nous intéressent aujourd'hui sont disponibles à l'unité, en tube de 10 ml ou en demi-godet, tous fabriqués en Hollande. Il existe aussi tout un tas de coffrets tout faits, mais aujourd'hui nous allons regarder une par une la totalité des couleurs disponibles grâce à ce nuancier à couleur réelle, ou dot card en anglais, qui contient un échantillon de chaque couleur. En 2023, cette gamme compte 72 couleurs, dont 56 classiques et 16 spéciales, dont on reparlera un peu à la fin. À ma connaissance, ce nuancier n'est pas disponible à la vente en Europe au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai eu la chance d'en obtenir une il y a peu de temps en Nouvelle-Zélande et je suis ravie de vous en faire profiter maintenant. Un des avantages de la gamme Van Gogh, en plus d'être abordable, c'est qu'en Europe, elle n'est pas difficile à trouver, en ligne ou dans les magasins de fournitures d'art, car c'est une marque néerlandaise. Et qui ne date pas d'hier. Talens, qui n'était pas encore Royal, a été créé en 1899, soit il y a presque 125 ans, aux Pays-Bas, et fabriquait déjà des encres et peintures. 50 ans plus tard, en 1949, la reine de l'époque, la reine Wilhelmina, qui était également une artiste, lui accorde la désignation royale. La gamme Van Gogh, elle, a été introduite en 1963. Ces aquarelles ne contiennent pas de miel, donc elles n'ont pas de tendance à rester collantes et durcissent correctement si on remplit les demi-godets avec la peinture des tubes. Pour chaque couleur, que ce soit sur l'étiquette, le site internet ou ce nuancier, vous avez accès à toutes les informations nécessaires pour bien les choisir, exactement comme pour une gamme professionnelle. Un numéro d'identification dans la gamme, un nom de couleur, la composition en pigments, la transparence, on reviendra plus loin sur la fiabilité de cette info, la résistance à la lumière, etc. Les couleurs, qui selon moi sont les plus intéressantes pour un débutant, sont parmi les monopigmentaires transparentes. C'est ce type de couleur qui permet de réaliser le plus facilement des aquarelles lumineuses. Je ne m'attarde pas trop sur le critère de résistance à la lumière, étant donné que toutes sont correctement classées, je n'y regarderai pas de beaucoup plus près. Mes choix sont guidés par ce que je considère comme les couleurs indispensables à avoir dans une palette de débutants, que je présente et explique dans cette vidéo que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas déjà fait, ou revoir si vous avez un peu oublié ce que j'y racontais. Examinons maintenant toutes ces belles couleurs. Bon, je zappe les blancs, qui de toute façon sont invisibles sur papier blanc, et qui sont parfaitement inutiles, voire contre-productifs pour les débutants. La couleur Bœuf Titane, elle, est un blanc cassé opaque qui n'a pas d'utilité non plus dans une palette de débutants. Si vous avez passé le stade débutant et que vous commencez à mieux maîtriser les couleurs opaques, ça peut être une alternative au Bœuf Titane de chez Daniel Smith, qui est beaucoup plus cher, mais aussi plus foncé, plus beige, donc plus utile à mon avis. Mais si vous êtes débutant, passez votre chemin. Les jaunes. Au niveau des jaunes, il y a une assez belle diversité, avec 3 jaunes froids et 4 jaunes chauds, mais seulement 3 sont monopigmentaires. Parmi les jaunes froids, je choisirais sans hésiter le jaune transparent moyen, qui fera un bon jaune primaire. J'ai testé la transparence sur papier noir, car en toute logique, plus une couleur est transparente, moins on la voit sur papier noir. Et là, on voit bien que c'est le jaune transparent moyen, d'où son nom, qui s'en tire mieux que les autres. Au niveau des jaunes chauds, si vous en voulez un, seul le jaune indien n'a qu'un seul pigment. Ensuite, on a le jaune de Naples rouge. Et là, vous vous dites, chouette, une couleur pour les peaux pâles. Sauf que, attention, cette couleur n'est pas vraiment transparente, donc à manier avec précaution, sinon bonjour les teints plâtreux. Utilisez plutôt un ocre transparent mélangé à une pointe de rouge chaud
voire un peu de cyan brûlé, qui sont des couleurs plus polyvalentes que je recommande plus loin dans la vidéo. L'orange. Il n'y a qu'un seul véritable orange dans la gamme, qui, en tant que couleur secondaire, n'a pas d'intérêt majeur, car elle est extrêmement facile à faire par mélange. On passe. Les rouges. D'abord les rouges chauds. J'ai mis dans cette catégorie l'orange Pyrrole, PO73, même si techniquement il est classé dans les pigments orange, parce que je trouve qu'il fait un excellent rouge chaud. Il est très vif et saturé, et si vous le diluez, il donne des teintes saumonées remarquables. Avec du jaune, il donne de beaux oranges, et avec du magenta, toute une série de rouges. J'ai ce pigment dans ma palette de la gamme professionnelle Winsor & Newton, et franchement, la version Van Gogh est quasiment identique pour bien moins cher. Vous la voyez ici comparée aux versions d'autres gammes professionnelles. Je passe le vermillon qui est un mélange de moindre intérêt. Le rouge permanent clair peut sembler un bon choix pour un rouge chaud, mais en pratique c'est un pigment plutôt opaque que personnellement je n'ai jamais réussi à aimer et qui se prête assez mal au mélange. En revanche, le rouge permanent foncé est absolument magnifique. Très intense, très transparent. Un seul pigment, légèrement cuivré, vraiment top. Je ne connaissais pas cette couleur, maintenant j'ai bien envie de l'acheter pour l'essayer davantage. Passons maintenant au groupe des rouges froids, rose, magenta. Si vous voulez un rouge froid foncé, bien que ce ne soit pas obligatoire, préférez la laque de Garance foncée à la claire. La foncée est plus transparente et plus intense. Pour votre choix de magenta primaire, là pour le coup absolument nécessaire si vous voulez une palette polyvalente, il y a 4 candidats, tous monopigmentaires. J'exclurai le rose, trop opaque pour bien se comporter en mélange. Les 3 autres peuvent faire l'affaire. Si vraiment on chipote, le carmin est un peu trop rouge, le rose quinacridone légèrement plus opaque et le violet rouge permanent un peu plus violacé. Ici, vous les voyez comparés avec mon magenta de chez Winsor & Newton professionnel pour vous donner une idée de la teinte. Violet. Couleur secondaire pas indispensable, mais si vous voulez un violet dans votre palette, les 3 disponibles sont monopigmentaires et bien transparents, donc rien à redire. Ensuite, il y a cette couleur lavande, qui est une couleur pastel que je dirais à la mode, mais elle est plutôt opaque à cause du blanc qu'elle contient et d'utilité réduite, vous pouvez la zapper. Bleu. Au niveau des bleus chauds, il n'y a pas l'embarras du choix, c'est l'outre-mer foncé. Le bleu de cobalt outre-mer qui suit est le même, avec du blanc ajouté dedans, donc plus opaque, donc moins intéressant à mon sens. Concernant les bleus froids, en général le bleu phthalo est un bon choix, c'est votre bleu primaire, intense et transparent. Je trouve quand même que cette version de Van Gogh est moins verdâtre qu'un vrai cyan. Il est plus proche d'un bleu moyen, ni chaud ni froid, un peu comme le bleu phthalo nuance rouge de Winsor & Newton. Le bleu céruléen phthalo a une magnifique teinte vive, mais je le trouve très opaque, ce qui est normal puisqu'il contient du blanc. Pourtant, il est indiqué transparent sur le nuancier. Il peut être bien dilué pour des ciels, mais prudence dans les mélanges. Le bleu de Prusse est intense et transparent, c'est une bonne version de cette couleur, et il peut aussi faire office de bleu froid. L'indigo, lui, est plutôt réussi aussi, et peut servir de base pour faire vos noirs si vous y ajoutez une pointe de brun. Lait turquoise. Couleur tertiaire loin d'être indispensable et facile à obtenir par mélange d'un bleu froid avec un peu de vert phthalo. Pas forcément d'une grande utilité, mais entre les deux, je préfère le bleu turquoise, plus intense et plus transparent, que le vert turquoise, qui est plus terne et plus pâle. Les verts. Les verts sont aussi des couleurs secondaires que l'on peut recréer par mélange, mais on est bien d'accord que c'est quand même super pratique d'en avoir, surtout quand on peint beaucoup de végétation. Là, on est servi. Il y a 9 verts disponibles. Il y en a 3 qui ne contiennent qu'un seul pigment. PG7 pour le vert émeraude et le vert phthalo, et PY129 pour le vert jaune azométine qu'on appelle généralement or vert. D'abord, concernant les 2 verts contenant le pigment PG7. Comme vous le savez, si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, ce pigment est un peu particulier dans le sens où il a une couleur si saturée que vous ne pourrez pas obtenir par mélange de bleu et de jaune une couleur aussi éclatante.
mais c'est aussi un vert très froid, c'est-à-dire très bleuté. Donc c'est une teinte qui, telle qu'elle, n'est pas du tout naturelle pour peindre de la végétation réaliste. En revanche, elle est incroyablement utile comme base dans les mélanges grâce à sa saturation et à sa transparence. Avec ce seul vert, vous pouvez créer facilement tous les autres, du turquoise au vert olive. Je pense faire une vidéo spécifique sur ce sujet des verts, dites-moi si ça vous intéresserait. Entre les deux versions de ce pigment, proposé ici, je préfère le vert phthalo qui est plus intense et plus transparent. L'autre vert monopigmentaire est ce vert jaune, pigment PY129, communément appelé or vert ou green gold en anglais. Il n'est pas indispensable, mais je l'ai ajouté à ma palette parce que je trouve le rendu très naturel pour illuminer les verts feuillages. Comparé aux gammes professionnelles, bien plus onéreuses, la version Van Gogh est quasiment identique. Je ne vois aucune différence sur ces échantillons. Tous les autres verts de la gamme sont des mélanges de convenance. Le plus proche d'un vert feuillage de base, à mon sens, est le vert de vessie, ou à la rigueur le vert de Hooker foncé. Là, comme toutes les couleurs de convenance, c'est à vous de voir selon vos goûts. Vous pouvez ensuite les nuancer en les mélangeant à d'autres couleurs. Passons aux ocres et aux bruns. Là aussi, il y a pas mal de choix. En général, pour un maximum de polyvalence, j'aime bien avoir une teinte plutôt jaune, une teinte orange cuivrée et une plus foncée. Et ça tombe très bien, car il y en a une de chaque qui est monopigmentaire et assez transparente. Premièrement, la sienne naturelle, plus transparente que l'ocre jaune. Deuxièmement, la sienne brûlée, pour moi un must-have, ultra utile dans les mélanges, et je trouve cette version de Van Gogh particulièrement bien réussie, car intense et lumineuse. Et troisièmement, la terre d'ombre brûlée, un beau marron chaud. Petit aparté sur le rouge anglais. C'est une couleur qui est toujours plus opaque, ce qui est bien le cas ici, malgré ce qui est indiqué sur le nuancier. Je ne recommande pas cette couleur pour débuter à cause de cette caractéristique, mais pour mes auditeurs plus expérimentés, c'est une version très belle avec de belles teintes rosées dans les dilutions. Les noirs et couleurs sombres. D'abord, on va éliminer directement le gris de Davy, qui est un mélange de 3 pigments sans grand intérêt. Il n'est pas difficile de faire tout un tas de gris avec n'importe quelle couleur qui traîne sur votre palette. Ensuite, les noirs ou teintes assimilées ne sont pas indispensables. Vous pouvez les recréer en mélangeant avec un bleu foncé, un brun par exemple. Mais si vous voulez quand même en avoir un ou deux pour votre convenance, j'éviterai la teinte neutre et le brun Van Dyck qui sont les deux moins transparents, et le noir d'ivoire qui a tendance à éteindre ou étouffer toutes les autres couleurs. Pour un noir entre guillemets chaud, il vous reste le sépia, et pour un noir, toujours entre guillemets froid, le gris de peine. Ces deux couleurs sont plutôt réussies dans cette gamme, bien sombre et bien transparente. Parlons un peu du noir oxyde, contenant le pigment PBK11. Il a la particularité de granuler très fortement, c'est-à-dire de créer un aspect un peu grenu au séchage. Ça peut donner de jolis effets de texture. Si vous mélangez un peu de ce noir à n'importe quelle couleur, vous verrez se former ces petits paquets sombres. C'est d'ailleurs ce noir qui est utilisé, combiné à une couleur de base, dans les couleurs spéciales qu'ils ont appelées crépuscule ou dusk en anglais. Donc si vous possédez ce noir, vous pouvez recréer facilement toutes les couleurs crépuscule et plein d'autres couleurs granulantes, ce qui est assez amusant, d'autant que ce pigment est rarement proposé dans les gammes études. Il n'y en a pas pour l'instant chez Cotman ni Aquafine par exemple. En dehors de toutes ces couleurs classiques, Van Gogh propose des couleurs plus fantaisie que je vous montre rapidement ici. D'abord des métalliques. Je ferai peut-être à l'avenir une comparaison des couleurs métalliques de différentes gammes si ça vous intéresse. Et il y a aussi ces couleurs qui sont appelées interférences. Sur papier blanc, on ne voit quasiment rien. C'est normal. Leur couleur ne se voit que sous un certain angle, ou sur un fond foncé, comme ici sur du noir. Mélangée à une autre couleur, ou par-dessus, elle donne des reflets un peu magiques, c'est plutôt sympathique et original. Ce type de peinture spéciale existe dans d'autres marques comme Coliro, mais le format en grand godet est plus encombrant et peut ne pas convenir à tout le monde. Conclusion. D'une manière générale, je trouve la gamme Van Gogh d'un excellent rapport qualité-prix, et j'ai tout particulièrement apprécié qu'ils indiquent les pigments sur le nuancier. De façon assez incompréhensible, les autres marques ne le font pas, donc merci Royal Talens. Le seul bémol que j'apporterai concerne l'opacité de certaines couleurs. Ce n'est pas le fait que certaines couleurs soient plus opaques qui me gêne, mais le fait qu'elles soient indiquées comme transparentes alors que de toute évidence elles ne le sont pas complètement.
Donc à moins que le fabricant ne révise sa copie, sachez que ces indications d'opacité ou de transparence qu'ils fournissent ne sont pas fiables. C'est aussi pourquoi ces dot cards sont des outils précieux. Elles permettent de tester en réel toutes les couleurs d'une gamme, et je suis particulièrement contente de pouvoir vous en faire profiter. Concernant les points positifs, j'aime le fait que beaucoup de couleurs sont monopigmentaires, et les autres ont seulement 2 pigments. Il n'y a que 2 couleurs à 3 pigments. Certaines couleurs sont d'excellentes surprises, vraiment très intéressantes et quasiment au niveau des gammes professionnelles. En particulier ce magnifique orange pyrrole PO73, l'or vert PY129 et un peu pour le fun le noir oxyde PBK11. J'aime particulièrement bien aussi leur couleur terre, avec la terre de sienne naturelle qui fait un bon remplacement plus transparent de l'ocre jaune, la sienne brûlée dont je trouve la teinte très belle, et l'ombre brûlée qui est monopigmentaire, contrairement aux gammes Cotman et Aquafine. Sans compter ces couleurs métalliques et interférences qui sont plutôt sympathiques, surtout si, comme moi, vous aimez tout ce qui brille. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce rouge permanent foncé, pigment PR149. Sa couleur est à mi-chemin entre la magnifique ancienne version de l'orange pyrrole transparent de Daniel Smith et le Perilene Scarlet, toujours de chez Daniel Smith, qui utilise le même pigment. Cette couleur est rarement proposée dans les gammes études. Alors, que pensez-vous de la gamme Van Gogh? L'avez-vous essayé vous aussi? Et quelles sont vos couleurs préférées? Dites-moi ça en commentaire et abonnez-vous. À bientôt!